Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Insider Talks présenté par Tevali Partners. Tevali Partners est une société de conseil financier spécialisée dans les fusions-acquisitions, le financement et le conseil stratégique, exclusivement dans le secteur de la transition énergétique. Aujourd'hui, nous accueillons Étienne Thomassin, directeur général France et Belgique d'EDP Renouvelables. Étienne, vous êtes ingénieur, diplômé de l'INSEAD, spécialisé dans l'énergie depuis 2010, d'abord chez Engie Green, puis chez Luxel, qui est la filiale d'EDF Renouvelables, spécialisée dans l'installation des centrales photovoltaïques. Votre parcours est intéressant parce que vous faites partie de la première génération de professionnels dans les grandes sociétés internationales des ENR qui a émergé directement au sein du secteur, au sein de la filière. Vous avez commencé en 2008 en tant que chef de projet dans l'éolien et vous avez gravi les échelons à partir de là. Pourquoi ce parcours dans les renouvelables ? D'abord, merci Malena pour votre invitation. Pourquoi ce parcours dans les renouvelables ? Il n'était pas écrit, ce parcours dans les renouvelables, puisque de formation, j'avais fait une école d'ingénieur en informatique et ma première expérience professionnelle, c'était de coder un programme pour le Téléthon. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire un voyage qui a été un moment clé pour moi, une traversée de l'Atlantique à la voile. C'était dans le cadre d'une expédition qui avait été sponsorisé par Ushuaïa Nature et qui consistait à faire un tour de l'Amérique et à se frayer un chemin entre les glaces du nord de l'Amérique et de l'Arctique, puis ensuite de s'arrêter dans les grandes villes américaines pour faire des conférences et sensibiliser au réchauffement climatique. Et donc moi, j'ai rejoint cette expédition pour le dernier tronçon, revenir des Amériques jusqu'à l'Europe. Et donc, j'ai passé plusieurs semaines sur le bateau à réfléchir à ce que je voulais faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu le déclic de me dire que je voulais engager toute ma carrière dans le développement des énergies renouvelables. Merci. EDPR, c'est l'énergéticien historique du Portugal. Pour un public français, vous êtes à la fois l'équivalent d'EDF, d'Enedis et de RTE. Vous êtes présent sur 4 continents, près de 30 pays. Vous êtes présent sur l'ensemble des technologies industrielles liées à la transition énergétique, donc l'éolien, le PV, le stockage, l'hydrogène, l'éolien offshore. Qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents ? Alors, c'est une question qui a été abordée il y a encore une quinzaine de jours lors de notre séminaire annuel France et Belgique. Et pour moi, la réponse, elle se base sur, on va dire, 3 critères. Le premier critère, c'est que EDP, on est clairement un grand opérateur international des énergies renouvelables. On est plus de 13 000 salariés, présents dans une trentaine de pays. On a 23 gigas de capacité renouvelable installée, donc on fait clairement partie des grandes entreprises. Ça, c'est évidemment une force parce que ça nous donne une solidité, une assise. Après, il y a quelques enjeux qui vont avec ça, puisque il y a une barrière de la langue. On parle tout le temps anglais dans l'entreprise. Pas portugais ? On ne parle pas portugais, on parle anglais. Et puis, il y a parfois, il est vrai, une forme de différence d'approche culturelle. Donc, quelques défis, mais je crois que c'est aussi une très grande richesse parce que cette diversité, la façon de voir les choses qui est parfois différente d'un pays à l'autre est extrêmement enrichissante. Donc, je dirais ça, c'est la première caractéristique de l'entreprise. Ensuite, deuxième caractéristique, c'est qu'on est à 97% énergie renouvelable. Il existe des petites entreprises qui sont 100% renouvelables et les grandes entreprises, les grands énergéticiens qui nous ressemblent en termes de taille, eux, bien souvent, ont une activité dans l'oil and gas ou dans le conventionnel et un département renouvelable qui est finalement un centre de coût pour eux. Et donc ça fait une vraie différence parce que, évidemment, ça apporte une forme de confort, de pouvoir dégager des revenus à partir de gaz, de charbon ou de pétrole et d'engager la transition énergétique pour ça. Mais nous, on n'a pas ce luxe-là. Et donc, je dirais que c'est le troisième critère qui nous différencie, qui est que parce qu'on n'a pas ce luxe-là, on n'a pas d'autre choix que d'être extrêmement agile, extrêmement athlétique ou discipliné. On contrôle nos coûts. On n'a pas d'autre choix que d'être très efficace, très efficient. Et je crois que c'est ça aussi, alors, les autres probablement feront le même chemin petit à petit, mais je crois que c'est ça, être un leader de la transition énergétique, puisque finalement, on arrive à financer notre activité dans les renouvelables grâce à des énergies renouvelables. Je crois que c'est ça, être un leader, et puis c'est ça aussi, la définition même de la durabilité, quelque chose qui est autoportant. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la BU France et Belgique, mais comme vous le dites, EDPR est un groupe international au sein duquel j'imagine que vous devez suivre de près le développement des énergies renouvelables dans d'autres pays, notamment européens.
Un sujet majeur dans certains de ces pays, je pense notamment à l'Espagne, au Royaume-Uni, est le sujet du réseau et des capacités de raccordement. Est-ce que lorsque vous regardez par exemple l'Espagne ou le Royaume-Uni, vous avez l'impression de voir ce qui attend la France ? Oui, c'est vrai que quand j'échange avec mes homologues, les directeurs donc du UK, du Portugal, de l'Espagne, de la Pologne, bien souvent, ce qu'ils me disent, c'est «Ah, mais en France, vous êtes le paradis du réseau». Et il est vrai qu'on a un pays singulier avec énormément de nucléaire, et puis on a eu la chance d'avoir développé un réseau très solide, très maillé, avec 2 opérateurs, un qui a un monopole sur le réseau de transport, un quasi-monopole sur les réseaux de distribution, donc très installé. Et quand on demande une solution de raccordement en France, en ordre de grandeur, 18 mois après, on a effectivement une solution. En Espagne, que vous citiez, on est dans un autre monde totalement différent. Et typiquement, il y a tellement de congestion sur le réseau, de difficultés à raccorder les centrales, qu'ils ont été obligés de créer des systèmes d'appel d'offres. Donc on bide, on candidate pour espérer avoir une solution de raccordement. Et une fois qu'on l'a obtenue, il y a même un marché secondaire pour se revendre des offres de raccordement. Donc vous voyez, un marché très différent. Je pense que pour autant, en France, même si la situation est assez confortable, elle l'est de moins en moins. On voit de plus en plus des délais importants, voire des difficultés de raccordement. Le réseau commence à être de plus en plus congestionné. À mon avis, ce système va être amplifié dans les années qui viennent, notamment parce qu'il y a un énorme boom sur l'agrivoltaïsme, avec plusieurs centaines de milliers d'hectares qui ont été signés. Et même si tout ça ne se transforme pas en projet, ça va inexorablement accélérer la congestion du réseau. Donc des problèmes qui sont probablement devant nous. Et je crois effectivement que de regarder à l'étranger pour voir comment ce problème a été traité, éviter de faire les mêmes erreurs que nos pays voisins ou éventuellement leur prendre leurs bonnes idées peut faire partie de la solution. Et ce serait quoi aujourd'hui les bonnes idées que vous voyez dans des pays voisins ? Alors il y en a beaucoup. Je pense par exemple au projet hybride. Donc, un projet hybride, je ne sais pas si ça vous parle, mais pour expliquer le principe, et ce qu'on voit vraiment s'accélérer fort en Espagne et au Portugal en ce moment. Donc, projet hybride, imaginez un parc éolien de 30 mégas avec du coup un câble qui a été dimensionné pour cette centrale de 30 mégas. Sauf que la plupart du temps, une bonne partie du temps, le parc éolien ne va pas tourner à pleine puissance, à la puissance maximum. Et donc, cette capacité de 30 mégas, elle ne va pas être utilisée. Donc, le principe d'un projet hybride, c'est de se dire on va mettre des panneaux solaires au pied des éoliennes. Alors certes, si les 2 centrales ont besoin de produire toutes les 2 à puissance maximum, ça voudra dire qu'il faudra brider l'une des 2. Mais en réalité... Ou stocker. En réalité, on se rend compte que l'éolien et le solaire sont très complémentaires et ne produisent pas à puissance maximale en même temps, ou en tout cas une faible partie du temps. Et donc, les bridages auxquels ça correspond ne sont pas si importants. On parle de quelques pourcents. Et sont largement compensés par le fait de mieux utiliser le réseau et le raccordement qui est déjà existant. Donc on y gagne de ce point de vue. Et puis on y gagne également parce que l'énergie qui va être produite par l'ensemble des 2 centrales va être plus lisse. Et donc pour ce qui est des acheteurs, ils sont intéressés, et notamment dans le cadre de corporate PPA, ils sont très intéressés pour pouvoir avoir une énergie qui est plus lisse. Donc deux avantages. L'Espagne et le Portugal ont bien compris ça. Nous, on a déjà 4 centrales de ce type-là sur la péninsule ibérique. Et c'est d'ores et déjà, même dans la réglementation, il y a des facilités de raccordement pour ce type de projet. Ces questions de réseau me font penser à la question du stockage. Et vous vous êtes d'abord lancé au Royaume-Uni avec votre premier projet autonome de système de stockage d'énergie par batterie. En France, vous venez de lancer votre premier projet. Alors qu'on parle souvent d'un retard en la matière pour la France, on parle d'un road to market qui est encore à définir. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre premier projet ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, il s'agit d'un projet de 50 mégas qu'on appelle standalone, c'est-à-dire qui n'est pas couplé à un parc éolien, un parc solaire ou qui est vraiment autonome. Et le business model de ce type de projet est assis finalement sur un empilement des revenus. La première source de revenus, c'est peut-être la plus évidente, c'est de se dire on va charger la batterie quand le prix de marché de l'électricité est assez faible, et puis on va vendre l'électricité quand le prix est élevé. Mais en réalité, ça, c'est qu'une petite partie des revenus qu'on tire de ce système de stockage. Les autres sources de revenus, ça va être essentiellement de fournir des services au réseau, que ce soit pour régler la fréquence.
Donc on parle là de réserve primaire, ce qu'on appelle la FCR, ou la réserve secondaire, la FRR. On participe également aux mécanismes d'ajustement, aux mécanismes de capacité, donc c'est-à-dire être sûr qu'on a les capacités de produire dans les journées où on va avoir des pics de demande. Et donc essentiellement, même si c'est très technique et je ne veux pas vous embrouiller ici, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que essentiellement les batteries, elles sont utilisées pour fournir des services au réseau. Et c'est une vraie difficulté parce que pour financer ce type de projet, on parle de plusieurs millions d'euros, on a une difficulté parce qu'on n'a pas de visibilité sur ces différentes sources de revenus. Donc on fait des simulations, on a des programmes qui essayent d'estimer comment va évoluer le réseau, mais c'est un peu un pas dans l'inconnu et donc du coup ces projets sont pénalisés par des coûts de financement qui sont peut-être un peu plus importants. Donc à mon avis, on gagnerait collectivement à avoir des mécanismes qui permettent d'apporter un peu plus d'assurance aux investisseurs sur des sources de revenus. C'est le cas dans la production, avec les contrats de complément pour rémunération côté éolien ou solaire. Et ce n'est pas le cas pour le stockage. Or, c'est vraiment des éléments de réseau qui sont essentiels au bon fonctionnement et qui le sera de plus en plus à l'avenir. Et ces différents éléments de ce stacking de revenus du stockage en France représentent quel pourcentage des revenus à peu près d'un projet Parce que j'avais l'impression que la question des services était encore relativement marginale en termes de volume. Alors, au contraire, on est plutôt sur toute la partie trading, donc c'est-à-dire charger l'énergie, charger la batterie quand le prix de l'énergie est faible et la décharger quand le prix est élevé. C'est plutôt la minorité. Et tout ce qui est service au réseau au sens large, on est plutôt sur une majorité relative et même absolue. D'accord. Parlons maintenant d'un sujet qui fâche, l'acceptabilité. On en parle souvent pour tout ce qui est surtout sur le sujet de l'éolien. On a beaucoup parlé dans le cadre des élections qui ont eu lieu récemment. Pendant la préparation de cet entretien, vous m'avez raconté une anecdote sur un projet éolien qui vous a mené à lire un roman de Marcel Proust. Étonnant. En effet. Donc, il s'agissait d'un projet qu'on a développé de nombreuses années en Eure-et-Loire et pour lequel on était allé rencontrer un député à l'Assemblée nationale. Et lors de cet entretien, notre interlocuteur nous avait dit « Mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes à 15 km d'Illiers-Combray, ville emblématique de l'œuvre de Proust, totalement incompatible avec un parc éolien. » Et donc, ça nous avait interpellés parce que ce projet, il est le long d'une autoroute, au milieu des champs, à 15 km d'Illiers-Combray. Donc, je m'étais plongé dans la recherche du temps perdu et j'ai lu Les différents tomes du côté de chez Swann, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, avec cette idée de se dire quel est le lien entre le paysage décrit dans ce livre et les éoliennes. Et honnêtement, je n'ai pas trouvé de lien évident. Certes, il y a un paragraphe dans lequel le protagoniste, en allant du côté de chez Swann, traverse la campagne et puis voit poindre à l'horizon le clocher de Combray. Mais mis à part ça, le lien, à moi en tout cas, ne m'a pas semblé absolument évident. Et c'est vrai que c'est un concept de paysage littéraire qui a ensuite été repris dans des jugements de Conseil d'État. On en parle peu, mais c'est la lecture de romans comme ça qui fait qu'il faut 6 ans pour développer un parc éolien. Parfois plus. Donc, non, clairement compliqué. Moi, je crois que le paysage ne doit pas nécessairement être sanctuarisé. Il est aussi le reflet d'une activité du temps présent. Qu'il y a des enjeux pour beaucoup de monde qui sont liés à la souveraineté, au pouvoir d'achat, et que ramener des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques dans nos campagnes, c'est aussi une manière d'être plus indépendant de l'importation d'hydrocarbures de l'étranger ou d'énergie fossile de l'étranger. Et donc forcément, ça se voit dans le paysage, mais ça participe quand même aux enjeux du siècle. Donc cette anecdote a eu lieu juste avant l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'elle était représentative d'un désaccord fondamental des populations rurales françaises avec les énergies renouvelables et notamment avec l'éolien, ou est-ce qu'elle relève du fait que ces technologies sont finalement un catalyseur de tensions sociales qui sont préalables au développement des renouvelables? Alors j'ai une autre anecdote sur les Gilets jaunes que je peux vous partager, dont je me souviendrai, je pense, très longtemps.
C'est pour un projet qu'on avait également en région centre, pour lequel on avait passé des années à développer le projet, on avait obtenu le permis de construire. Il avait été attaqué par un petit groupe d'opposants au tribunal administratif, cour d'appel, conseil d'État. On avait un soutien plein du conseil municipal. Et donc, juste avant de démarrer la construction, on se dit, on va faire 2 permanences en mairie pour expliquer aux riverains comment va se dérouler la construction et les rassurer sur le fait que ça ne va pas durer très longtemps et qu'on va s'assurer de minimiser les gênes pour eux. Première permanence, personne quasiment se présente, 1 ou 2 personnes, des curieux. Deuxième permanence, on voit débarquer 20 personnes avec tous des gilets jaunes, marqués derrière non aux éoliennes. On s'est dit, on va passer un moment compliqué. Et ça, c'était 1 mois avant les gilets jaunes. Et donc, j'ai l'impression d'avoir vu l'émergence du mouvement un peu en avant-première. Et c'est vrai qu'on est vraiment ancrés, nous, dans les territoires de par le métier qu'on fait. Et donc, on est confronté à ces gens qui travaillent, prennent leur voiture pour aller travailler, ont parfois du mal à faire le plein de la voiture ou à boucler les fins de mois. Et donc, forcément, il y a une vraie frustration qui parfois se cristallise sur les éoliennes qui peuvent être perçues comme étant décidées depuis Paris et puis imposées aux villages ruraux. Donc, clairement, une situation compliquée avec une partie. Maintenant, moi, je pense qu'il faut quand même relativiser. Parce que dans le cadre de nos projets, on fait beaucoup d'opérations de porte-à-porte. Donc, on va toquer chez les gens qui habitent autour. Et puis, on leur demande « Qu'est-ce que vous pensez de notre projet ?» Et quand on fait ça, bien souvent, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ont compris les enjeux du réchauffement climatique. D'ailleurs, souvent, c'est des agriculteurs et ils le voient sur leur culture. Il y a des impacts sur la sécheresse, les inondations. Et donc, en fait, l'acceptabilité, elle est bien plus grande que ce qu'on pourrait penser. Simplement, c'est sûr que ces gens-là, ce n'est pas eux qui vont aux enquêtes publiques ou qui font le pied de grue devant les permanences en mairie. Mais il existe vraiment une majorité silencieuse qui est pour la transition énergétique. Et c'est d'ailleurs ce que montrent beaucoup de sondages qui sont réalisés. Merci beaucoup. On arrive vers la fin de cet entretien. On a l'habitude de demander à nos intervenants de nous donner leurs conseils pour nos futurs invités. Qui est-ce qu'on devrait interviewer ? Alors moi, je vous conseille d'interviewer Audrey Juillac, qui est la présidente de la Fédération française des producteurs agrivoltaïques. Parce que, je le disais tout à l'heure, l'agrivoltaïsme, c'est clairement un sujet qui a explosé ces dernières années. Et donc, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un effet de mode. À mon avis, on est plutôt sur une tendance structurelle qui va bouleverser le secteur énergétique dans les années à venir. Donc, à mon avis, ça vaut le coup de prendre le moment d'en parler. Et puis surtout, pour sa personnalité, Audrey Juillac, c'est une fille que j'admire beaucoup, qui est depuis du haut de ses 30 ans et avec son accent du Lot-et-Garonne, défend la filière agrivoltaïque avec beaucoup de force. Elle est elle-même agricultrice, donc elle connaît parfaitement tous les enjeux de ce secteur et elle apporte beaucoup à la filière. Donc je suis sûr que si vous l'invitez, vous passerez un très bon moment avec elle. Merci beaucoup, on l'invitera. Merci beaucoup Étienne Thomassin et merci à nos auditeurs. Merci.